Bonjour! Dans cette vidéo, on va revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé dans la vidéo du wagon nettoyeur. Il s'agit de l'encrassement des voies et des parades à mettre en œuvre pour le minimiser autant que possible. Ça va nous conduire à parler du fameux roule-net et des dispositifs d'antiparasitage avec des tests à l'oscilloscope pour voir les solutions qui marchent et ce qui tient plutôt de la légende urbaine colportée ici et là. Pour faire court, on peut dire que l'encrassement est causé d'une part par les étincelles plus ou moins importantes qui se créent à chaque fois qu'il y a une perte de contact entre la roue et le rail, mais aussi, et à 90%, par les micro-étincelles qui viennent des crêtes de commutation à partir du moteur. Ces micro-étincelles arrachent des particules de métal à la roue ou au rail et les déposent par électrolyse sur le rail ou sur la roue, selon la polarité en vigueur au moment où l'étincelle se produit, ce qui donne des dépôts noirâtres et adhérents. Quand un moteur à collecteur tourne, à chaque fois qu'un balai passe d'une section de collecteur à une autre, il y a un arc électrique microscopique, et cela crée des impulsions de fréquence proportionnelles à la vitesse de rotation, avec des pics pouvant atteindre une centaine de volts à partir d'une alimentation de seulement quelques volts. Et à chaque étincelle, les surfaces métalliques se dépolissent un peu plus et se creusent de criques qui retiennent la crasse, entraînant un mauvais contact qui est lui-même générateur d'étincelles. C'est donc un cercle vicieux. Le phénomène est plus important en analogique, où le moteur est directement en liaison avec la voie, mais aussi par le fait qu'en DCC, on a un courant pseudo-alternatif non périodique de 6 à 10 kHz, et qui fait que les phénomènes d'électrolyse sont énormément diminués, si bien que l'encrassement est beaucoup moindre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ici, on voit une roue d'une loco qui a déjà bien roulé. Il est évident qu'elle va ramasser la crasse très facilement, et pour éviter ça, il faudrait la repolir finement. Et là, c'est un rail qui a lui aussi bien vécu. On voit qu'il est très abîmé, et le roulement de la roue qu'on vient de voir ne peut que générer des micro-étincelles par perte de contact à chaque tour de roue. On voit par comparaison l'état de surface d'un rail neuf, qui présente une surface parfaitement lisse et polie. Donc on va voir ici avec un châssis Jouef muni de son vénérable moteur tourne-broche et qui va être alimenté en courant continu pur sur une alimentation stabilisée. La sonde de l'oscilloscope est branchée sur les bornes du moteur et un voltmètre contrôle la tension. En augmentant la tension, on voit que les crêtes de commutation augmentent en fréquence, mais aussi en intensité, avec des pics atteignant plus de 80 volts pour une tension de seulement 8 volts au moteur. C'est la valeur crête qui est indiquée en bas à gauche sur l'écran de l'oscillo. Le chiffre à côté étant la valeur moyenne mesurée aux bornes du moteur. Alors cette valeur est supérieure à la tension d'alimentation, ce qui est normal, car le moteur en tournant se comporte aussi comme une génératrice et produit un courant qui vient s'ajouter à la tension d'alimentation. Les crêtes de commutation se retrouvent au niveau des roues, où elles s'évacuent dans la voie en provoquant des micro-étincelles qui creusent des criques dans les rails et provoquent de l'encrassement par charbonnage. Donc plus il y a de crêtes de commutation, et plus on encrasse. Le système roule-net, qui remonte déjà une bande d'années, n'est autre qu'un antiparasitage. Il est constitué d'un condensateur polarisé, protégé par une diode pour chaque sens du courant. Le rôle du condensateur étant d'absorber les pics de commutation en lissant le courant. Le problème, c'est que ces condensateurs étant polarisés, il faut les protéger en ne leur envoyant que le courant qui est dans leur sens, plus et moins. C'est le rôle de la diode qui bloque le courant quand il n'est pas dans le bon sens. Les diodes ordinaires de redressement ne sont pas assez rapides et il faut mettre des diodes Schottky à commutation rapide pour obtenir un résultat un peu probant. J'avais décrit ces diodes dans la vidéo du wagon voltmètre si vous voulez en savoir plus. La question qu'on peut se poser est de savoir si c'est vraiment utile et ce qu'il apporte par rapport à un système classique d'antiparasitage. Alors le dispositif d'antiparasitage qu'on trouve dans les locaux est souvent composé d'un simple condensateur non polarisé de type céramique ou film de 100 nanofarad à 470 nanofarad
et qui est branché entre le plus et le moins du moteur. Il doit être mis le plus près possible des balais du collecteur et son rôle est d'absorber les parasites électromagnétiques de basse fréquence et les crêtes de commutation. Il est parfois complété par deux selfs de 100 à 300 ou 400 microhenries, souvent montés sur ferrite, et dont le rôle est de bloquer les parasites de haute fréquence qui se propagent par les fils d'alimentation. Mais ces selfs ne jouent aucun rôle sur les limitations de l'encrassement par l'étincelage aux roues. C'est juste au niveau du rayonnement électromagnétique. Ce montage self et condensateur est le dispositif typique qu'on retrouve chez Rocco par exemple. Et on n'a pas besoin d'ajouter autre chose, et surtout pas un roule-net qui n'apportera rien de plus. Sur les anciennes Jouef, il n'y a le plus souvent rien du tout. Alors on va voir à l'oscilloscope l'efficacité du roule-net par rapport à un simple condensateur. On voit comme tout à l'heure que plus on augmente la tension et plus il y a de crêtes de commutation. En tension crête, on atteint presque les 100 volts avec à peine 9 volts d'alimentation. On commence avec un condensateur de 100 nanofarad sur les bornes du moteur et on voit tout de suite que les pics disparaissent presque complètement et que la tension crête ne dépasse plus les 15 volts. Là, c'est le roule-net qui est mis sur les bornes du moteur et on voit qu'il reste encore pas mal de pics et que la tension crête dépasse les 20-25 volts. Donc c'est nettement moins efficace que le simple condensateur. Alors j'ai voulu voir aussi ce que ça donnait en numérique sur la sortie d'un décodeur qui alimente le moteur en courant PWM avec compensation de charge. On voit que le signal est constitué de paquets d'impulsions avec là aussi des pics correspondant aux crêtes de commutation. Ces pics de tension dépassent les 80 volts et retournent au décodeur, et il vaudrait mieux les supprimer. Avec le condensateur de 100 nanofarad, le signal est complètement nettoyé et la tension reste à 20-25 volts et les pics reviennent dès qu'on l'enlève. Là, je mets le roule-net pour voir et le signal est complètement dégradé. Alors évidemment, on ne mettra pas de roule-net sur une machine numérisée, mais c'était juste pour voir. Et pour finir, on va voir ce qui se passe en analogique en courant PWM sur une alimentation gauge master noire de la série UF. On rappelle que la série U de couleur crème délivre, elle, du courant continu pur. Alors on voit ici la forme du signal qui est constituée d'impulsions individuelles et non plus en paquets comme à la sortie du décodeur, mais avec toujours les crêtes de commutation qui font des pics. Dès qu'on met le condensateur, le signal est nettoyé et les pics disparaissent. On essaye avec le roule-net et là c'est catastrophique puisque les impulsions PWM sont lissées et on se retrouve avec un vague courant continu qui est très parasité et qui fait perdre tous les avantages du PWM. Donc en PWM, surtout pas de roule-net. Donc on voit que le dispositif roule-net ne sert au final à rien par rapport à un simple condensateur de 100 nanofarad mis directement sur les bornes du moteur. Alors il existe aussi un autre moyen de supprimer ces crêtes de commutation, ce sont les diodes transil ou TVS. Sans entrer dans les détails, il n'est pas inutile de savoir comment ces bestioles fonctionnent, surtout si on veut les utiliser. Ce sont des diodes de protection contre les surtensions transitoires très rapides. Elles sont identiques à des diodes Zener, mais dotées d'une capacité de surtension beaucoup plus importante, puisque celles de la série P6KE peuvent dissiper 600 watts crête, ce qui est énorme. En plus, elles sont aussi rapides que les Schottky. Elles existent en unidirectionnel
et sont en fait des NR surdimensionnés. Elles sont utilisables en courant continu quand le courant circule toujours dans le même sens. Elles existent aussi en bidirectionnel et sont alors constituées de deux NR qui sont montés en opposition et en série. Pour comprendre leur fonctionnement, on ne les utilise qu'en mode inverse, comme les NR. Et c'est donc sur la partie gauche du graphique. La partie droite est le sens direct, où elle se comporte comme une diode classique, avec une tension de seuil VF, à partir de laquelle elle conduit. Dans le sens inverse, elle est tout d'abord bloquée jusqu'à une tension dite de stand-off, qui est notée VRM. Elle est alors isolante comme une diode classique, avec un courant de fuite inférieur à 1 microampère, qui est noté ici IRM. Ensuite, quand on atteint la tension de breakdown, notée VBR, elle commence à conduire doucement avec un courant de fuite qui est noté IBR. Puis lorsqu'on dépasse la tension dite de claquage, VCL, elle devient brutalement conductrice et écrète la tension en absorbant l'énergie du pic. Alors je sens que vous allez me demander quelle est la différence entre une banale diode Zener et une TVS. En fait, elles fonctionnent toutes les deux en polarisation inverse et deviennent conductrices à partir d'un certain seuil, mais elles n'ont pas la même finalité. La TVS est une Zener optimisée pour la protection contre les pics de surtension, alors que la Zener sert à maintenir une tension stable dans la durée. Pour la TVS, le temps de réaction se compte en nanosecondes, et elle peut dissiper des courants énormes, mais pendant un très court temps. Elle n'est donc pas faite pour fonctionner en continu. Elle est utilisée pour écrêter des pics de tension élevés, mais très courts, comme les décharges d'électricité statique ou les transitoires de commutation. Et c'est l'usage qu'elles peuvent avoir dans notre cas. La Zener fonctionne en régime continu, mais à une puissance limitée et son temps de réaction est celui d'une diode de redressement classique. Donc elle n'est pas adaptée aux transitoires rapides. Par contre, elle peut quand même servir à écrêter des surtensions modérées. Ces bestioles peuvent être testées comme des diodes Zener, et le multitesteur TC1 va nous donner la tension VBR à partir de laquelle la diode conduit en sens inverse. Comme elles sont bidirectionnelles, on va trouver une tension Zener dans les deux sens. Ça veut dire qu'en dessous de cette valeur, elle ne conduit pas ni dans un sens ni dans l'autre. Alors là, dans un sens, on a 14,8 volts et on a 15 volts dans l'autre sens. C'est une P6KE15 dont le datasheet indique un VBR compris entre 14,30 et 15,80. Donc on est bien dans cette plage. Une deuxième qui est une P6KE22 et on trouve 22,5 volts et 22,4 volts dans l'autre sens, pour un VBR compris entre 20,90 et 23,10. Donc là aussi, on est bon. Alors maintenant, on va voir à l'oscilloscope ce que ça donne par rapport au simple condensateur de 100 nanofarad. J'ai juste pris la diode de 15 volts pour le test. On commence à 7 volts et on voit des crêtes qui vont quand même jusqu'à 35-40 volts. Avec la TVS, on tombe entre 4 et 13 volts et il reste quand même pas mal de crêtes. Avec le condensateur de 100 nanofarad, le signal est complètement nettoyé et on tombe entre 2 et 4 volts. Je rappelle que cette valeur, qui est affichée en bas à gauche de l'écran de l'oscillo, est la valeur pic-to-pic, c'est-à-dire crête à crête. Et normalement, en continu, elle devrait être proche de 0 s'il n'y avait aucune crête de commutation. Alors on monte à 10 volts, et avec la TVS, on lisse les pics entre 8 et 20 volts. Et avec le condensateur, on retombe à 2-3 volts,
Donc comme on dit, il n'y a pas photo. On va quand même monter à 15 volts, car à ce niveau la TVS sera plus efficace. Et on tombe entre 8 et 10 volts. Alors qu'avec le simple condensateur, on est entre 4 et 6 volts. Donc on voit que la TVS devient plus efficace à mesure que la tension augmente, mais qu'elle est toujours moins efficace qu'un simple condensateur. Alors je vous épargne les tests en PWM et en DCC qui donnent les mêmes résultats. Le problème des TVS, c'est le choix de la tension de claquage. Trop basse, elle conduit tout le temps, et trop haute, elle ne protège pas. Et comme pour les condensateurs, elle doit être montée au plus près du collecteur du moteur. Donc on voit que dans tous les cas, c'est le simple condensateur à 1 centime qui donne les meilleurs résultats. Ce qui tord le cou à pas mal de croyances qui ne sont fondées que sur des on-dit glanés ici ou là, et que j'ai moi-même répété bêtement en ce qui concerne le roule-net. Les TVS sont aussi parfois proposés pour éviter les surtensions sur un réseau alimenté en DCC. On les monte alors à la sortie de la centrale, mais ce système est nettement moins performant que le filtre Snubber que j'avais présenté dans une vidéo et dont j'ai mis le lien en description. Par exemple, ce schéma paru dans la revue Rail Miniature Flash est en fait constitué de 4 éléments, montés en parallèle, certainement pour en cumuler les effets. On a une TVS de 27 volts, mais dont la tension me paraît trop élevée pour être efficace, un snubber inutilement surdimensionné avec une résistance de 220 ohms et un condensateur de 47 nanofarad, et un condensateur tout seul de 1 nanofarad qui lui a une capacité trop faible. Alors, ils y ont aussi rajouté 2 résistances de 2,2 K en série dont je ne vois pas très bien le rôle. En fait, les 3 éléments sont redondants et n'apportent qu'une consommation de courant supplémentaire par rapport au simple snubber que j'avais présenté. Le snubber, ou amortisseur en anglais, est d'une efficacité redoutable. Non seulement il absorbe les surtensions qui peuvent apparaître sur les rails, mais aussi il est efficace pour nettoyer le signal DCC de toutes les interférences qu'il peut ramasser dans son passage dans un feeder un peu long ou mal conçu. Et en plus, son prix de revient est de quelques centimes. Donc c'est vraiment dommage de s'en passer et il ne faut pas snubber le snubber. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo. Alors si vous avez suivi les vidéos sur les bogies moteurs V5 et le moteur 816 sans noyau, je vais vous montrer rapidement la différence de comportement électromagnétique de ces moteurs qui ne génèrent absolument aucun parasite du fait de l'absence de collecteur. Donc avec eux, pas besoin d'antiparasitage ou de condensateur. C'est encore un avantage de ces petits moteurs. J'en ai aussi profité pour tester différents moteurs, et si les tournebroches jouets font la palme du maximum de perturbations, les moteurs récents comme les Mabuchi, que je monte souvent en remplacement, ne provoquent que peu de parasites. Donc sur ces moteurs, ne rien mettre derrière n'est pas problématique. Par contre, sur les vieilles jouets, vous avez vraiment intérêt à monter un condensateur. En résumé, ce que je conseillerais au vu de ces expérimentations, c'est de monter un simple condensateur de 100 nanofarad 50 volts directement sur les bornes du moteur, au plus près du collecteur. Ces condensateurs céramiques ne sont pas polarisés et sont marqués 104. Une tension d'isolation de 50 volts est suffisante sur un moteur alimenté en 12 volts, car même si les crêtes peuvent atteindre les 100 volts, ça se chiffre en nanosecondes et le condensateur tiendra sans problème. Donc c'est le plus simple et aussi le plus efficace dans tous les cas de figure, c'est-à-dire en analogique, en courant continu ou en PWM, mais aussi en DCC derrière un décodeur. En numérique, on a aussi intérêt à laisser le système d'antiparasitage existant, dans la mesure où il n'est pas relié à la prise de courant sur les rails. Et souvent, on sera obligé de supprimer les selfs qu'on ne peut pas déconnecter de la prise de courant. Ce n'est pas bien grave car elles ne servent qu'à filtrer les hautes fréquences et pas les crêtes de commutation. Je vous mets ici le marquage alphanumérique des condensateurs céramique et polyester.
Vous pourrez en faire une copie d'écran si vous voulez le garder. Et il existe aussi un marquage en couleur qu'on voit sur ce tableau. Alors pour info, ces condensateurs coûtent 1 à 2 euros les 100 sur AliExpress. Donc encore une fois, n'achetez pas ça à l'unité à prix modéliste. Même chose pour les TVS, que j'ai vu à 1,50 € les deux, plus 3,35 € de port sur eBay, alors qu'elles ne coûtent que 4 centimes environ chez Ali. Donc ne tombez pas dans le panneau. Donc ce que je colportais aussi bêtement sans avoir vérifié, en disant qu'il fallait supprimer les condensateurs d'antiparasitage quand on numérise une loco, est une ânerie. Une de plus, dirais-je, si j'étais mauvaise langue. Voilà, on va s'arrêter là, et j'espère que cette vidéo vous sera utile, et que comme moi, ces expériences pratiques vous auront appris quelque chose. N'hésitez pas à commenter et à apporter des précisions, ou à corriger des erreurs que j'aurais pu dire. À bientôt!